Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. Christophe Bretagne, c'est le directeur du lycée Coconi, il est avec nous. Christophe, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Compliqué de venir en plateau dans ces moments. Hier, on a reçu des enseignants, des élèves qui étaient choqués par ce qui s'est passé. J'imagine que c'est votre cas également. Alors oui, effectivement, on ne peut être que choqué quand un tel événement arrive. Après, notre travail, c'est aussi de garder au maximum la tête froide pour prendre les décisions et répondre à la situation de la façon la plus juste possible et la plus objective. Alors, juste avant de parler ou d'évoquer les solutions pour plus que ça se reproduise, c'est comme ça le but. Dans quel état d'esprit sont vos collaborateurs aujourd'hui? Est-ce qu'ils reprennent le dessus, l'envie de repartir, de réouvrir les salles de classe, les élèves également? Dans quel état d'esprit ils sont aujourd'hui? Alors, je pense qu'il y a deux choses. Il y a déjà l'état d'esprit lié au stress, lié à l'angoisse, lié à la psychose, qui est liée à l'insécurité générale. On voit bien les problèmes qu'on rencontre. C'est pas qu'à Coconi, il faut même pas non plus focaliser sur Coconi. C'est partout, malheureusement. Donc ça, c'est le premier point, c'est ce stress qu'ils ont et cette peur qu'ils ont. Il faudra qu'on travaille là-dessus pour les faire revenir au travail dans de bonnes conditions. Après, il y a effectivement la position qui est de dire ça suffit, est-ce qu'on peut qu'entendre, on a le droit de travailler en sécurité et ils ont tous envie, enseignants bien sûr, personnel de direction aussi et administration en général, on a tous envie que le travail reprenne et donc on fait tout ce qu'on peut pour que ce travail reprenne. Maintenant, c'est pas aussi simple. Encore une fois, on hérite d'une situation ancienne. Si vous en évoquez un petit peu l'histoire de cet établissement, avec une situation aujourd'hui où il faut, on pourrait dire, quasiment un plan d'urgence. Mais encore une fois, ne pas confondre rapidité et précipitation. Alors justement, quelle solution rapide, en urgence, on peut mettre en application? Quelles sont les solutions d'urgence que l'on peut mettre en application pour éviter que ça se reproduise demain et après-demain? Pourquoi je pose cette question? Bien parce qu'il y a eu un droit de retrait des enseignants suite à une agression d'une jeune femme, une jeune enseignante, je crois. Deux personnes. Les élèves ont fermé également le lycée et le soir même, il y a eu cette agression. Donc, c'est pour ça que je me permets de poser la question. En urgence, quelle solution vous et les autorités, allez mettre en place? Alors les autorités déjà, parce qu'encore une fois, la violence vient de l'extérieur, donc une des obligations de l'autorité représentée par le préfet, c'est de renforcer la présence de gendarmerie sur le site et sur les abords. Bien sûr, ils peuvent pas on va pas mettre des gendarmes en permanence sur le site, c'est pas ça la solution, sinon ce serait la solution pour tout le monde et je pense pas que ce soit vraiment la solution. On a renforcé nous-mêmes l'équipe de gardiens, enfin d'agents de sécurité, et on a changé le lieu de sécurisation de leur espace de façon à ce que eux-mêmes soient davantage en sécurité. La solution d'urgence, c'est celle-là. Après, on va renforcer, suite aux négociations avec le ministère de l'Agriculture, on va renforcer la présence d'agents de sécurité sur le site en journée également, de façon à sécuriser et à rassurer tout le monde. Plus un travail que je vais essayer de faire avec la commune de Ouangani pour voir aussi comment on peut bénéficier, comme tous les autres établissements d'enseignement, de sécurité à l'extérieur aussi. C'est un travail, je pense, collaboratif de tous, qui permettra de diminuer la pression. Encore une fois, on ne va pas la faire disparaître, puisqu'elle existe tout autour de nous. Donc il faut trouver des solutions d'urgence. Alors il y a d'autres solutions d'urgence quand même qui sont débloquées par le ministère. On nous donne des crédits. Alors, on pourrait toujours trouver ça insuffisant, mais au moins des crédits pour qu'il y ait une sécurisation individuelle au niveau de certains personnels quand on va faire des travaux pratiques sur nos sites, parce qu'on parle du site principal, mais on a deux autres sites. C'est compliqué, on est établissement là où notamment agricole, il y a eu les deux agressions. Là où il y a eu les agressions, et j'ai 19 hectares à sécuriser en dehors de toute zone d'habitation, en contact direct avec des zones sensibles. Donc forcément, on ne sécurise pas 19 hectares comme on sécurise un établissement éducation nationale avec 3-4 hectares. Au milieu, c'est quand même un peu différent. Donc les solutions à apporter sont différentes, mais du coup pas simples. Donc on va équiper ces personnes de façon à ce qu'elles puissent alerter rapidement, qu'elles puissent se sécuriser davantage. Ça, c'est les solutions d'urgence. Après, solution d'urgence, même si elle sera plus longue, mais c'est de lancer de suite un plan de sécurisation du site qui a commencé il y a 2 ans avec la construction d'un mur sur l'enceinte principale, l'enceinte principale, mais un mur, encore une fois, on sait bien que c'est pas une solution non plus. Et puis de toute façon, ce mur, il fait que la moitié du
du périmètre. Donc il en manque un bout. Donc il aujourd'hui, sert à rien en clair. pour l'instant, il sert à rien. Donc Ouais. on va lancer nous une opération sur des crédits existants, puisqu'on a un projet d'internat. Donc on va ponctionner sur ce projet pour construire la fin De ce mur. de ce mur. Alors on va peut-être pas faire un mur parce que encore une fois, un mur, on sait aussi que tout le monde peut le franchir. Ce qui est important, c'est de créer une première barrière. Après, il y a d'autres barrières à créer avec de la vidéosurveillance, avec des dispositifs qui aujourd'hui existent, sont pas à 100% efficaces. Mais je pense qu'en mettant toutes les opérations possibles, c'est-à-dire sécurisation passive et sécurisation active, on arrivera à répondre comme les autres. L'idée, c'est un peu comme les autres établissements d'enseignement, à sécuriser nos personnels et nos biens, parce qu'encore une fois, il y a la journée, ça c'est un problème. Bon, le caillassage qu'on a eu sur le PC des agents de sécurité, c'est un problème, hein. C'est des dégradations, c'est de l'argent qu'il va falloir retrouver, c'est des salles bloquées, donc ça c'est franchement du temps perdu et de l'argent perdu. Mais on a aussi, contrairement aux autres établissements, des vols réguliers sur nos productions agricoles, qui sont nos outils de production et qui sont aussi nos moyens de payer nos salariés, parce que on pense toujours que c'est l'État, que c'est la fonction publique. Nous, contrairement à l'éducation nationale, Vous êtes autonome. j'ai aujourd'hui 54 personnes que je paye sur mon budget. Contrairement, enfin, il n'y a aucun établissement de l'éducation nationale qui a ça. Mais je ne les paye que si j'ai de l'argent qui rentre. Si on me vole mes produits. Un peu comme une entreprise en fait. C'est comme une entreprise, donc c'est plus compliqué. Alors évidemment, on se pose la question sur qui peut faire ce genre d'action, vous qui vivez sur place à longueur d'année, même si ça fait pas très longtemps que vous êtes là. Est-ce que vous avez une idée de ces bandes ou de ces gens qui font ça? Parce que j'ose dire bande parce qu'ils étaient, selon les premiers témoignages, entre 12 et 15 à avoir attaqué les gardiens au Chambaud. Alors moi, je ne me permettrai pas d'avoir une idée ou même un jugement sur qui a pu faire ça. Regardez la violence de ces images. Je peux vous dire que nous, on est arrivés sur place et les jeunes sont partis, enfin les jeunes ou moins jeunes du coup, parce que moi je sais pas quel âge ils avaient, mais c'est sûr que c'était violent. Enfin, visiblement, j'ai plaint les gardiens et je remercie d'ailleurs au passage l'agence de sécurité qui a accepté dès hier soir de remettre des agents. Alors certes, on a sécurisé différemment, mais enfin, j'aurais été à leur place, j'aurais eu aussi quelques hésitations. Donc merci à eux. Comment dire, c'est pas, enfin. Oui, on est tous un peu pris au dépourvu là sur des situations comme celle-ci, donc je sais pas trop qui fait ça. Après, encore une fois, c'est pas nous qui avons la réponse. Non, parce que vous disiez tout à l'heure, on a 19 hectares proches de zones sensibles. C'est quoi une zone sensible? Une zone sensible, pour moi, c'est, enfin, je n'étais pas là l'an dernier, mais enfin, on a les événements de Cagny qui ont quand même marqué les esprits. Bien sûr. On est dans la même zone, c'est-à-dire que mes 19 hectares d'exploitation, si je vais jusqu'au bout des 19 hectares, j'arrive derrière Cagny. Et tout le monde sait, enfin je pense que tout le monde sait que là il y a un gros village de jeunes et de moins jeunes en situation irrégulière et dans des situations, encore une fois, humainement catastrophiques. Donc on ne peut pas justifier, on ne peut pas accepter, mais on peut aussi comprendre que des gens qui meurent de faim ou qui n'ont pas des conditions de vie idéales se retrouvent dans cette situation de violence. Et c'est nous qui aujourd'hui en faisons les frais, mais demain ce sera d'autres. Donc il y a nécessité à ce que tout le monde se mette autour de la table, mais ce qui est déjà fait, et qu'on trouve des solutions communes, tous ensemble, pour éviter les accidents de ce genre. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, une question à vous poser, Christophe. Pour qui connaît le lycée professionnel agricole de Coconi, c'est un havre de paix, c'est un écrin de verdure et de tranquillité absolument merveilleux. Et aujourd'hui, on est en train de parler de sa bunkérisation. C'est ça. Alors moi, c'est pour ça que j'essaie de lutter en termes de sécurisation sur une volonté qu'on pourrait avoir et qui est légitime d'en faire un blocos. Moi, je dis toujours, c'est quand vous avez des beaux rosiers, et puis d'un seul coup, il y a des chèvres qui arrivent, qui sont en liberté et qui vous mangent vos rosiers. Vous avez plusieurs solutions. La première, c'est vous tuer la chèvre. Bon, je suis pas sûr que c'est la bonne solution. Ça fait à manger. Ça fait à manger. Mais enfin, bon, c'est pas forcément une bonne idée parce que c'est pas durable. La deuxième, c'est vous protéger complètement vos rosiers et du coup, vous ne pouvez pas vous en profiter. La troisième, c'est vous mettez un bunker autour de votre maison, de votre propriété, de façon à ce que vous viviez dans un havre de paix apparent. Mais j'appelle ça une prison dorée. Et il y a une autre solution, c'est de gérer la chèvre.
Voilà, c'est de trouver la solution pour que la chèvre ne soit pas divagante, pour que la chèvre ait à manger, pour que la chèvre ne vienne plus manger votre rosier. Voilà. Donc c'est un choix de société, c'est pas facile. Donc oui, on a un havre de paix, on a la chance d'avoir 310 élèves. Imaginez à Mayotte 310 élèves, c'est aussi gros qu'une petite école primaire. Voilà. On a cette chance-là. Ça ne veut pas dire pour autant que ce soit facile, parce qu'on a quand même des publics qui sont pas toujours les plus faciles. Mais évitons effectivement peut-être quand même d'en faire un bunker ou une prison dorée, peu importe comment on l'appelle. Christophe, hier sur ce même plateau, les gamins, pardon, je dis les gamins parce que c'est des enfants, oui, ce sont des enfants. Les gamins ont eu une réaction. Est-ce qu'elle est fondée ou pas? Vous allez nous donner votre avis. Ils nous ont expliqué, dire ces gens qui font ça, ces agressions, le font exprès pour pas qu'on aille à l'école, pour pouvoir prendre notre place après. Est-ce que ça c'est fondé ou pas? Vous savez, parce que c'est grave si c'est le cas. Aujourd'hui, on a 310 élèves et en gros, pour officiellement 290 places. C'est-à-dire que déjà, on fait l'effort, malgré les moyens qu'on n'a pas forcément, de prendre plus d'élèves. Moi, je suis pas paranoïaque déjà, puis j'évite de tomber dedans. Tout est possible, je n'ai pas la réponse, mais il faudrait pas que les élèves rentrent dans cette psychose. Aujourd'hui, on a toujours essayé à Coconi d'accepter le maximum de monde. Je crois que par contre, la vraie réponse à cette question, c'est de se dire, on fait un plan d'urgence pour l'éducation nationale, ce qui se comprend. Il y a urgence, il y a vraiment urgence. Il n'y a pas eu encore de plan d'urgence pour l'enseignement agricole. Alors, c'est pas de la même dimension, c'est pas les mêmes réponses, c'est pas les mêmes besoins, mais j'ai 25 ans d'expérience dans l'enseignement agricole. Notre métier, au-delà d'enseigner, c'est d'accompagner le développement du territoire. Aujourd'hui, à Mayotte, on est dans une situation où le développement du territoire, côté agricole et environnemental, a 40 ans de retard, on va dire, par rapport à ce qu'on a connu dans d'autres territoires français. Ces 40 ans, on ne va pas les rattraper, bien sûr, en 5 ans, mais on a urgence à les rattraper en 10 ans. Donc la vraie question, c'est quelle est la volonté ou quel est le projet que l'on a pour l'agriculture mahoraise et l'environnement mahorais, parce qu'il y a quand même aussi une problématique de ce côté-là, que les deux ne pourront pas évoluer séparément. Et donc, qu'est-ce que l'on veut pour que demain, on ait des gens formés, des gens capables d'assurer le développement agricole mahorais. Christophe, les parents qui s'inquiètent, notamment des messages qui arrivent. En gros, ça nous explique que cette dame avait prévu pour son fils, qui n'est pas à Coconi, d'aller à Coconi à la rentrée septembre 2019, et compte tenu effectivement de la situation, elle va l'orienter vers une autre formation. Est-ce que ça va être un problème aussi? Parce que l'enseignant qui était là hier, Yazid, si je dis pas de bêtises, nous expliquait que c'est l'avenir de l'agriculture à Mayotte qui est en jeu aujourd'hui. C'est-à-dire que si nos gamins vont pas à l'école pour apprendre ce métier-là, c'est eux qui vont, c'est un peu caricatural, mais en gros, qui sont censés nous nourrir demain. Alors oui, c'est eux qui sont censés nous nourrir demain, ça c'est clair. Alors, moi je peux comprendre les parents. Bien sûr. Une fois, il y aura forcément des incidences. J'espère bien que d'ici là, quand même, que tous ensemble, on aura réussi à régler en partie le problème. Soyons pas non plus utopistes. Ce qui n'a pas été fait pendant 10 ans, je ne vais pas le régler en un an, c'est impossible. L'idée, c'est qu'on structure avec toutes les forces de police, notamment pour la conception de la sécurisation, qu'on structure ça pour que dans un an, on ait réglé une grosse partie du problème. Maintenant, il ne faut pas non plus rentrer dans une psychose où en permanence, on va être agressé dans l'établissement. C'est pas pire, c'est pas plus dangereux quand on va dans la rue. Voilà, vous trimballez ailleurs, vous pouvez prendre des cailloux. Il y a un vrai problème général. Là, il y a une bande de 15 gamins qui ont donné des coups de chambeau et qui ont découpé un bonhomme. À régler le problème, je pense que ça c'est le problème de la préfecture et de la gendarmerie. C'est pas faux. C'est pas moi à les trouver. C'est vrai. Et de la justice, mais on doit pouvoir trouver des solutions. Et les parents, il faut les rassurer. D'ici là, on aura renforcé la sécurité et renforcé la sécurisation du site. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Matin Matin, a la dernière question pour vous. Question difficile, mais le lycée que vous dirigez relève la compétence du ministère de l'Agriculture et pas du ministère de l'Éducation nationale. Oui. Est-ce que ça signifie qu'il y a eu moins d'attention en matière de sécurité pour Coconi que sur les autres établissements ? Alors oui, moins d'attention forcément, puisqu'on ne dépend pas du même ministère, que la majorité des problèmes quand même étaient plus violents dans les autres établissements que le nôtre. Après, parce qu'on a aussi peut-être toujours un peu essayé de régler nous-mêmes dans l'établissement les problèmes, bien sûr en partenariat avec la DAF et le ministère, mais sans jamais prendre la mesure de la situation. Je vais vous donner 2 exemples. Le premier, c'est que tout établissement d'enseignement doit faire un plan d'intervention.
C'est quelque chose d'assez basique, hein, c'est-à-dire qu'en gros, c'est quand vous avez un problème, un incendie ou un problème quelque part, les pompiers, les forces de l'ordre sont en capacité d'intervenir rapidement sur le site sans même que vous soyez là pour les accueillir, puisque ça peut arriver qu'on ne soit pas là, on peut avoir un problème nous-mêmes. Donc ils doivent pouvoir savoir où aller. Ce plan de circulation n'existe pas. Il y a un vrai souci, c'est une obligation. Le deuxième point, c'est on est tous au niveau national en plan Vigipirate depuis quand même quelques années. Alors je dis pas qu'on a tous réglé les problèmes, loin de là, surtout dans l'enseignement agricole, c'est compliqué à nouveau. On a des grandes surfaces, on a des établissements ouverts par nature, mais pour autant, Vigipirate vous donne un certain nombre de règles, un certain nombre de points à mettre en place en termes de sécurisation et de possibilités. Bien sûr. En gros, dans l'établissement, on a, j'aurais tenté, la seule réponse qu'on ait apportée, en gros, c'est un mur. Et pas fini. Et pas fini. On a fait des tentatives de mettre des agents de sécurité, mais qui n'étaient pas des gens spécialisés, donc autant dire qu'ils servaient à rien. Bien sûr. Donc l'idée, c'est encore une fois, c'est ce retard accumulé, il n'est pas que lié à l'administration, il n'est pas que lié aux directions, il n'est pas que lié au personnel, il est lié à une situation où on avait peut-être un sentiment de paix assez général, assez protégé par rapport aux autres, et puis que du coup les accidents qui sont arrivés, les agressions qui sont arrivées, on les a absorbés, on les a gérés, et puis on les a laissés passer. Voilà. Et ça, moi, c'est l'historique qu'ont fait les enseignants, hein, enfin les personnels, moi je l'avais pas, j'arrive, hein, encore une fois. On s'aperçoit que dès la création de l'établissement, des agressions, il y en a eu, parce qu'on est dans un endroit où de toute façon c'est propice à l'agression. Donc maintenant, c'est prenons un peu note de l'histoire et puis faisons en sorte que au moins on rentre dans les règles de base déjà. On n'aime pas. On n'aime pas voir notre lycée de Coconi faire la une, je sais bien, faire la une de la presse sur des histoires de faits divers aussi sordides que celui-là. Une promesse, Christophe. Vous allez bientôt revenir sur ce plateau avec plein de fruits et légumes et on va passer 13 minutes à les déguster et donner du positif montrer du positif sur Coconi. Alors ça, je peux le faire, mais je vous les vendrai parce que comme je suis un gestionnaire dans l'âme. J'achète. Si c'est beau cher qui vous achète, il ne va pas les payer cher, je peux vous dire. Ils sont bio par contre, ça fait partie des rares produits traités et produits correctement. J'espère qu'on va faire une émission entièrement là-dessus et parler de positif, de tout ça. Courage, beaucoup de courage et trouvez vite des solutions. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.